Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Il y a 20 ans, auditeurs de Sud Radio, on était un certain nombre à avoir écrit une pétition où on disait pourquoi il y a, c'est très bien, des émissions religieuses à la télévision hebdomadaire, et pourquoi il n'y a pas un quart d'heure sur la laïcité. Pourquoi la laïcité n'est jamais enseignée dans les télévisions, alors que chaque religion a son quart d'heure ou sa demi-heure de diffusion et d'émission. Et pourquoi on avait ajouté, pourquoi avec liberté, égalité, fraternité, on n'ajouterait pas sur tous les frontons des édifices publics laïcité, parce que c'est un enjeu essentiel. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et on en parle avec l'invité d'André Berkoff, Henri Pénard-Ruiz, philosophe, auteur du Dictionnaire amoureux de la laïcité. C'est publié chez Plomb. Oui, auteur aussi des grandes légendes de la pensée. Henri Pénard-Ruiz, vous êtes philosophe, vous enseignez à Sciences Politiques et vous avez écrit ce formidable Dictionnaire amoureux de la laïcité que je conseille évidemment à tout le monde. C'est un livre important à tout point de vue, plus de 1000 pages, mais surtout, il dit tout sur cet enjeu ô combien fondamental. Aujourd'hui, on pensait que tout était réglé, 1905 qui en parlait, pas de problème, séparation de l'Église et de l'État, la religion dans le secteur privé et la République dans la vie publique. Eh bien, on a vu ce qui s'est passé et on voit aujourd'hui tous les jours ce qui se passe, non seulement en France, mais dans le monde. Et on le sait, et c'est pas fini, loin de là. Alors, Henri Pénard-Ruiz, au fond, je voudrais commencer par quelque chose qui a été un fait divers, on peut dire, enfin en tout cas, je ne dirais pas une anecdote, mais un fait quand même qui révèle beaucoup de choses. C'est que vous étiez à l'Université d'été de la France Insoumise à Toulouse, et vous avez animé une conférence intitulée « Les trois boussoles de la laïcité ». On sait très bien la polémique que ça crée. Et un militant de la France Insoumise, présent lors de la conférence, a tweeté la phrase suivante, supposément prononcée par le philosophe, par Henri Pénard-Ruiz. Et c'était ça le tweet. « On a le droit d'être islamophobe », Henri Pénard-Ruiz, philosophe, fait lors de son discours sur la laïcité aux assises de la France Insoumise. Et alors ça a fait un flambé, comment, encore un islamophobe, etc. Et vous avez expliqué effectivement ce que c'est, parce qu'une fois pour toutes, on en a marre de confondre le blasphème, on a le droit de critiquer la religion, et ce n'est pas un blasphème, et en revanche en vouloir aux musulmans, aux juifs, aux chrétiens dans leur spécificité. Expliquez-nous. Écoutez, merci beaucoup déjà de votre invitation. Je suis content de pouvoir à nouveau m'en expliquer. La personne qui assistait à ma conférence s'est bien gardée de me porter la contradiction pendant les 45 minutes de débat, très cordial, même très chaleureux avec l'assistance. Parce qu'il sait très bien qu'il ne pouvait pas critiquer ce que j'ai dit. Parce que, qu'ai-je dit ? En décontextant un petit bout de phrase de l'ensemble de la phrase, évidemment, il a voulu me repeindre en raciste. Le combat contre le racisme est un des grands combats de ma vie. J'ai été très blessé par cela, mais maintenant, dans le débat d'idées, il faut quand même effectivement reprendre les explications. J'ai dit exactement, si je peux me permettre de me citer, nous avons conquis en France la liberté de penser et d'exprimer. De s'exprimer. Une très grande conquête. Une très grande conquête, souvent dans le sang et les larmes. Il ne faut pas oublier que les deux grands crimes légaux, comme disait Victor Hugo, de l'Ancien Régime, c'est le meurtre de Jean Calas, par écartèlement à Toulouse, et c'est aussi le meurtre légal, disait Hugo, avec torture préalable, du chevalier de la Barre. Absolument. Jeune homme refusé de se découvrir devant une procession. Oui, voilà. Et qui avait, tenez-vous bien, chef d'accusation terrible, un dictionnaire philosophique de Voltaire chez lui. Bon, alors, reprenons cela. La liberté de conscience, la liberté de penser, qui inclut la liberté de critiquer ou de louanger une religion, un humanisme athée, une religion quelle qu'elle soit, est une conquête. Et à partir de là, il s'agit de définir ce qu'est un acte raciste. Il n'est pas raciste de rejeter l'islam. Il n'est pas raciste de rejeter l'humanisme athée. Ce que j'ai dit, c'est exactement ce qui suit. Si on a le droit
de rejeter l'islam, c'est-à-dire, selon l'étymologie du terme islamophobie, d'être islamophobe, la phobie recouvrant la peur irraisonnée de quelque chose, engendrant le rejet de cette chose, si on a le droit d'être islamophobe, si on a le droit d'être cathophobe, Oui. contre Ou le athéophobe. catholicisme, ou athéophobe, oui. comme le disait le regretté Charb, on n'a pas le droit de s'en prendre aux personnes. Et là est la ligne de démarcation extrêmement claire. Et c'était le deuxième membre de phrase. Alors, si on coupait le premier membre oui, bien sûr. en quatre morceaux et qu'on ne donnait pas le deuxième membre de phrase, on arrivait à accréditer l'idée que je pouvais être raciste. C'est le scandale absolu de la malhonnêteté intellectuelle et de la déformation. Donc, j'ai dit, je pense avoir défini clairement le racisme. Le racisme, c'est de s'en prendre aux musulmans comme tels, aux arabes comme tels, aux juifs comme tels. Mais on a le droit de rejeter la religion musulmane, la religion juive éventuellement, la religion catholique, comme l'humanisme athée. On a le droit, c'est un droit absolu qu'on ne peut pas nier. Et C'est ce qu'on appelle la liberté. C'est ce qu'on appelle la liberté. Oui. Absolument. Et donc, évidemment, on a manipulé mon discours pour pouvoir me faire passer pour raciste. Bon, mais je crois qu'on n'a pas réussi, franchement. Je vous remercie. C'est vrai que c'est dur de se faire traiter de raciste. Moi, le combattre contre le racisme est un des combats de ma vie. Oui, mais n'oubliez jamais, et vous le savez mieux que moi, Henri Pénard-Ruiz, aussi bien, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens instrumentalisent l'antiracisme pour faire passer leurs idées qui n'ont rien à voir avec le vrai combat contre le racisme, et vous le savez. Vous avez On tout à inverse fait les raison. choses. Voilà, Oui, le vous avez problème. tout à fait. Mais vous savez, il y a quand même une histoire de cette histoire d'islamophobie. Ce sont les frères musulmans, dans le sillage des mollahs iraniens, qui ont essayé de donner une deuxième signification à islamophobie, alors que l'étymologie est claire. Islamophobie veut dire rejet de l'islam. Mais ça ne veut pas du tout dire rejet des pratiquants de l'islam. Bien sûr. Parce qu'à ce moment-là, on s'en prend aux personnes humaines, Absolument. et là, on entre dans le racisme. Absolument. D'ailleurs, j'ai proposé des mots univoques. Parlons d'arabophobie. Si on veut à tout prix utiliser le mot phobie, parlons d'arabophobie, parlons de musulmanophobie, mais ne mélangeons pas le rejet de l'islam avec le rejet des personnes qui le pratiquent. Et c'est cela, effectivement, qui est important à dire. Et Philippe Muret disait très bien, ne nous enfermons pas dans la cage aux phobes. Oui. Où les gens veulent nous enfermer aussi. Mais je voudrais aller plus loin, justement, par rapport à ça, parce que ça débouche exactement sur ce que nous vivons aujourd'hui, ce communautarisme galopant, enfin, vraiment, de toutes les manières. On a l'impression, justement, vous parlez de la laïcité. La laïcité, c'est une victoire, d'ailleurs, vous le racontez dans ce livre, encore une fois, capitale, je dirais, ce dictionnaire amoureux de la laïcité, parce que ça raconte l'histoire aussi de tout cela, et vous dites comment ça s'est bâti dans le sang, dans les larmes, mais qu'est-ce qui ne se bâtit pas dans la difficulté? Parce que effectivement, on ne veut pas, et on le voit aujourd'hui. Que veulent en fait les anti-laïcs, ou les laïcophobes, mais je dirais plutôt les anti-laïcs? Ils veulent que la religion domine, ils veulent que la charia ou autre, dans une autre religion, soit... comme d'ailleurs les dictateurs laïcs, les Pol Pot, les Staline et autres. Enfin, il y a toujours une espèce de messianisme, mais de messianisme cruel, de messianisme oppresseur. Or, je voudrais que vous définissiez justement pour nos éditeurs, si on avait à définir la laïcité, Henri Pénard-Ruiz, qu'est-ce que vous diriez? Alors, pour définir la laïcité, La base, oui. on va partir de ce qu'est la population française. La France est une terre d'immigration. Moi-même, je suis issu de l'immigration espagnole. Mes grands-parents quittèrent l'Espagne, et des grands-oncles aussi quittèrent l'Espagne pour des raisons économiques d'abord, pour des raisons politiques après la victoire de Franco. C'est une terre d'immigration qui doit faire coexister des groupes humains de toutes origines, de toutes traditions, avec des croyants des diverses religions, des humanistes athées, des humanistes agnostiques. Comment faire? Voilà la question à laquelle répond la laïcité. Et elle répond, après une longue histoire, d'une façon simple, à mon avis, assez limpide. Les croyants sont libres de croire, mais ils n'engagent qu'eux-mêmes. Les athées sont libres de nier l'existence de Dieu, mais ils n'engagent qu'eux-mêmes. Et que doit faire la République? Marianne, qui porte sur la tête le bonnet phrygien des esclaves affranchis, admirable symbole de libération. C'est vrai, on l'oublie ça. Il faut mettre en avant ce symbole, qui est un symbole de la libération. Là, Marianne va dire,
moi, je vous aime autant les uns que les autres, les athées, les croyants des diverses religions, etc. Mais je dois vous faire vivre ensemble. Or, pour vous faire vivre ensemble, il n'y a qu'une seule solution. C'est que moi, la République, je ne prenne parti ni pour la religion, ni pour l'athéisme. Neuter, en latin, veut dire ni l'un ni l'autre. Donc, la solution en découle. Liberté de conscience, premier principe. On refonde la nation qui, avant la Révolution, était dite la fille aînée de l'Église, on va la refonder sur les droits humains. Et ça, c'est important à rappeler. La Révolution n'a pas seulement crié liberté en abattant la forteresse royale de la Bastille, égalité en supprimant les privilèges, fraternité en énonçant les droits humains le 26 août 1789. Elle a aussi changé la nature de la nation. La nation, selon Jean-Jacques Rousseau, c'est une communauté de droits. Elle n'est plus théiste. Voilà. Plus, ouais. Oui, et puis c'est une communauté de droits qui se donne à elle-même sa propre loi. C'est ce qu'on appelle la souveraineté populaire. Et ce changement va refonder la nation sur des bases que je dirais universaliste. Il fait bon vivre dans un pays dont les frontons des mairies disent liberté, égalité, fraternité, parce que ce triptyque, tous les peuples pourraient l'adopter. Henri Pénard-Ruiz, j'ai un mot, on en a parlé, j'en ai parlé au début de notre dialogue. Est-ce que vous ne seriez pas pour qu'on mette laïcité sur les frontons, ou ça vous paraît... Parce que c'est devenu quand même un enjeu tellement important aujourd'hui. Oui, mais c'est... Je suis désolé, André Berkoff, de vous répondre de façon mitigée. Ça me paraît difficile de changer le triptyque républicain. Et pourtant, je suis un fervent partisan, vous ne pouvez pas en douter, de la laïcité. Mais quand d'ailleurs un maire de Joué-les-Tours, je crois, avait tenté ça, et il avait été rappelé à l'ordre par le préfet, au nom de la Constitution, qui lui disait attention, mais on peut la changer. On ne peut pas changer le triptyque. Mais pour des raisons militantes, je vous suivrai volontiers. Mais de temps à autre, il faudrait rappeler, effectivement, mettre laïcité, un oriflamme, etc. Comment expliquez-vous, non mais justement pour avancer, comment expliquez-vous, Henri Pénard-Ruiz, qu'aujourd'hui on cherche des accommodements, comme disait Tartuffe, il est avec le ciel des accommodements. Aujourd'hui, on veut un peu... Alors, on parle des ultra-laïcards d'un côté, on dit oui, mais il y a une espèce des ayatollahs, même on va de la laïcité, et on a l'impression que un certain nombre de gens essayent de dire oui, mais il faut changer, il faut s'adapter, etc., etc. Vous voyez bien les tentatives qui se passent en ce moment. Oui, vous avez raison. Bon, écoutez, moi je voudrais achever de définir la laïcité. Allez-y, la laïcité unit tout le peuple, qui se disait en grec laos, l'unité du peuple, et elle décide que les croyants, les athées et les agnostiques, qui sont les différentes convictions spirituelles dans notre pays, doivent être libres, mais qu'ils n'engagent qu'eux-mêmes dans leurs convictions spirituelles, qu'ils doivent être égaux en droit, et que la puissance publique doit viser l'intérêt général et pas l'intérêt particulier. Ce triptyque liberté, égalité, universalité définit la laïcité. La laïcité est ce qui permet de faire vivre ensemble des êtres humains, quelles que soient leurs convictions spirituelles, sur la base de la liberté de conscience, mais en même temps de l'assignation à la sphère privée de la conviction spirituelle, c'est-à-dire que désormais, la foi ne dicte plus la loi. Car qu'est-ce qui va dicter la loi ? C'est la référence aux droits humains. Prenons un exemple. L'excision du clitoris est interdite en France. Pourquoi ? Parce que l'intégrité physique est un droit humain fondamental. Donc, on va rejeter l'excision du clitoris, non pas par ethnocentrisme colonialiste, comme le disent les théoriciens de la mouvance décoloniale, on va la rejeter parce que c'est une atteinte à l'intégrité physique. Évidente. C'est tout simple. Donc, la laïcité, la c'est polygamie, même chose. Oui, parce que ça implique une hiérarchie des sexes qui est inadmissible. C'est polyandrie ou polygamie, ce serait la même chose. Mais les trois monothéismes ont malheureusement sacralisé la domination de l'homme sur la femme. Et lorsqu'on libère la loi civile de la loi religieuse, on permet aux femmes de s'émanciper. Alors ça a pris du temps, mais prenez par exemple la notion de chef de famille, qui est une notion religieuse. On la trouve déjà dans l'Ancien Testament. Tes désirs te porteront vers ton mari et lui dominera sur toi. Quand Yvette Roudy, ministre des droits de la femme en 1983, fait réécrire le livret de mariage, où il était écrit le mari est le chef de famille. Il choisit le domicile conjugal et sa femme est tenue de le suivre.
Et on réécrit en disant le mari et la femme exercent conjointement le domicile, l'autorité parentale. Donc effectivement, c'est un principe d'émancipation, la laïcité. C'est un principe universaliste d'émancipation. Alors maintenant, pourquoi certains veulent l'adjectiver ? Et oui, parce que, excusez-moi, pourquoi je vous ai posé la question, mais vous avez bien raison d'avoir fini la définition et de l'avoir bien formulée. D'ailleurs, ça ne m'étonne pas. Le problème, c'est qu'il y a des excisions qui se font en France. Oui. La polygamie, on a l'impression que, pas une majorité, mais qu'on laisse faire un certain nombre de choses et de détours. C'est ça le problème aujourd'hui. Il ne faut pas laisser faire, parce que de toute façon, Mariatou Koïta, je me souviens, c'est il y a quelques années, avait refusé d'exciser sa fille en disant « ça ne fait pas partie de ma culture, c'est une pratique abjecte, je ne veux pas exciser ma fille au nom de ma culture ». Et elle avait été d'ailleurs bannie, plus ou moins, C'était Mariatou Koïta, qui était malienne. Et la communauté malienne de l'époque avait mal réagi en lui disant qu'elle trahissait sa culture. C'est ce que disait Tarek Ramadan à un moment donné, quand les femmes refusaient d'aller voiler dans la rue, il leur disait « vous trahissez votre culture ». Or la femme, elle dit « non, je suis désolée, j'ai le droit de montrer mon visage, de montrer mes cheveux. D'ailleurs, les hommes ne se voilent pas. Pourquoi nous, les femmes, on se voilerait ? On n'est pas des objets unilatéralement définis comme objets de plaisir et de désir qui seraient dévoilés uniquement par l'homme le soir. » Mais d'ailleurs, c'est pas uniquement une question de l'islam. Puisque vous citiez André Berkoff, Tartuffe, vous avez bien raison de citer Tartuffe. Molière est génial. Souvenez-vous, quand Tartuffe s'approche de Dorine, Tartuffe, c'est l'hypocrite. Couvrez ce sein que je ne saurais voir par de pareils objets. Les âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. Et Dorine lui répond « Ah, je vous trouve bien prompt à vous échauffer, monsieur. Je vous verrai tout nu du haut jusque en bas, que toute votre peau ne me tenterait pas. » C'est génial. Mais déjà, l'idée forte dans une société patriarcale contre laquelle se dresse Molière, c'est que ce n'est pas à la femme de cacher son corps, mais à l'homme de maîtriser ses pulsions. Et c'est pour ça qu'on croyait, mais voyez, Henri Pénard-Ruiz, et c'est pour ça qu'on va continuer avec nos auditeurs ce formidable dialogue, c'est que en fond, aujourd'hui, on a l'impression que c'était réglé, tout ça. On avait l'impression. Alors, France. J'essaie de répondre à votre question. Pourquoi y a-t-il ces charges tantôt hypocrites, tantôt frontales contre la laïcité ? J'ai deux hypothèses, mais je ne suis pas sûr de moi. Mais j'ai deux hypothèses. D'abord, les tenants des religions n'ont pas vraiment digéré la loi de 1905. Pourquoi ? Parce que la loi de 1905 redéfinit la religion. Elle n'est pas anti-religieuse. Elle défend la liberté d'avoir une religion. Dans la sphère, elle la redéfinit comme une option qui n'engage que ses adeptes. C'est-à-dire, elle en fait une affaire privée. Qu'elle soit individuelle ou collective. Parce que une messe, c'est une affaire privée collective. Bien sûr. Une prière individuelle d'un croyant dans sa chambre, c'est une affaire privée individuelle. Dire qu'on privatise la religion, c'est-à-dire qu'on la redéfinit comme une affaire qui n'engage que les croyants, ça ne veut pas dire qu'on en méconnaît la dimension collective. Donc ça, ils n'ont pas digéré. Parce qu'avant, la France était fille de l'Église, et donc c'était un privilège du catholicisme qui disparaît. D'ailleurs, il ne faut pas oublier qu'après la loi 1905, il y a une encyclique du pape, Vehementernos, on nous fait violence. Donc la première hypothèse, c'est que l'Église catholique et les religions en général n'ont pas accepté de redevenir une option spirituelle parmi d'autres à égalité avec l'humanisme athée. Henri Pénard-Ruiz, nous allons juste continuer, mais après une légère pause, nous allons continuer cela. Et on va continuer surtout cet entretien entre André Berkoff et Henri Pénard-Ruiz, en compagnie de tous ceux qui nous écoutent sur Sud Radio et qui peuvent dès à présent nous appeler au 0826 300 300. Est-ce que vous voulez parler de laïcité ? Vous êtes les bienvenus. On a évoqué plus tôt dans l'émission l'immigration. Ben c'est pareil. Vous nous appelez 0826 300 300. Venez parler, prendre la parole sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Auditeurs de Sud Radio, je vous attends. Au 0826 300 300, si vous voulez prendre la parole sur Sud Radio. Je vous rappelle qu'André Berkoff est toujours en compagnie de son invité Henri Pénard-Ruiz, philosophe et auteur du dictionnaire amoureux de la laïcité, publié aux éditions Plomb. La laïcité, qui est un sujet sur lequel voulait intervenir Simone, qui nous appelle sur Sud Radio. Oui, bonjour Simone. Oui, bonjour. Merci de me laisser là en parler, si on peut dire. Oui, non, je suis une fan de toute façon. Oui, écoutez, moi je suis d'accord avec votre invité là. Oui. Je
suis d'accord. On est d'ailleurs obligé par rapport à l'égalité, ce qui est sur les pontons. Hein. Oui. On est Liberté, obligé égalité, fraternité, oui. Voilà, on est obligé de par la Constitution. Mais c'est vrai qu'il fallait pas rajouter autre chose par rapport à ça. Il faut que ça soit au niveau. Il faut le faire comprendre dès les enfants et dès la façon dont on vit. Vous comprenez que si dans une école, par exemple, on vous dit vous mangez pas de viande de porc, parce que on fait plaisir aux uns. Non, ça va pas. Si on vous dit on mange pas non plus de viande, du tout de viande, parce qu'il y en a qui veulent pas qu'on mange de viande, si le vegan, non, ça ne va pas. Il faut absolument éviter de donner raison à toutes ces petites associations religieuses, c'est une association, mais voyez ce que je veux dire. Communautaristes, religieuses ou autres. Tous les petits communautés, il faut arrêter. On a des règles, on a des lois qui sont quand même bien faites. Il faut arrêter d'en rajouter, mais il faut les faire respecter. On ne donne pas raison au premier qui braille, quoi. Alors moi je veux ça, alors il faut que tout le monde ait ça. Mais non, on a des règles communes qui nous viennent d'il y a longtemps, et qu'on peut les respecter. Elles sont bien faites. La loi de 1905 est très bien faite. Il n'y a pas besoin d'y ajouter. Il faut faire respecter. C'est tout. Ce qu'on ne sait pas faire, c'est faire respecter la loi. Merci Simone. Henri Pénard-Ruiz. Oui, je suis entièrement d'accord. D'autant plus que la loi, elle repose sur les droits humains. C'est une loi universaliste, c'est pas une loi différentialiste. Et c'est très important de rappeler cet universalisme. Parce que pour faire coexister des populations de toutes origines, comme le fait le Creuset français, c'est l'expression de l'historien Gérard Noiriel, il faut que effectivement toutes les personnes puissent se reconnaître. Alors évidemment, ça suppose de mettre à distance les préjugés, ça suppose de mettre à distance les traditions rétrogrades. Quand on dit égalité, ça suppose égalité des sexes. Oui, et ça si suppose les religions... aussi ne pas accepter à la cantine tel ou tel différentialisme. Oui, la cantine n'a qu'un devoir, les cantines publiques n'ont qu'un devoir, c'est de servir des repas équilibrés du point de vue des vitamines, et ils n'ont pas à respecter des interdits religieux. Ça me paraît évident. Alors, on est bien d'accord. Je voudrais revenir sur la deuxième raison, puisque vous aviez tout à l'heure soulevé la question de savoir pourquoi la laïcité suscite-t-elle des adjectivations, de l'hostilité, etc. La première raison, c'est qu'effectivement, un certain nombre de religieux, je dis pas tous, ne supportent pas d'avoir perdu leurs privilèges. La deuxième raison, c'est que les tenants des traditions rétrogrades sont hostiles à l'émancipation. Par exemple, c'est pas un hasard si aujourd'hui la question du voilement du corps de la femme est mise sur le devant de la scène. Il est inadmissible qu'on pose des règles de voilement à la femme alors qu'on laisse les hommes s'habiller à peu près comme ils veulent. Et le burkini dans les piscines, par exemple. Le burkini, c'est même pas une question de laïcité. Si un curé en soutane plonge dans une piscine publique, il sera verbalisé aussi. Pas parce qu'il est curé et que c'est une soutane, parce qu'il y a des règles dans une piscine de simple hygiène, bonnet et... et maillot de bain moulant. Maillot de bain moulant. Parce que sinon, vous n'êtes pas dans la règle du respect de l'hygiène. Donc, il ne faut pas inventer qu'on persécuterait les femmes musulmanes en interdisant le burkini. On interdirait tout aussi bien la soutane ou tout vêtement ou le jean, etc. Donc, revenons à ce qui est effectivement une guerre sourde contre la laïcité. C'est cette manière de suggérer qu'elle serait fermée. Par exemple, quand des théoriciens de la laïcité, mais anti-laïques, disent « je suis pour une laïcité, mais une laïcité ouverte », qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils suggèrent que la laïcité sans adjectif serait fermée. Donc c'est absolument faux. Moi, je suis pour une laïcité tout court. Quand on dit « je suis pour l'égalité des sexes », on ne dit pas « je suis pour une égalité ouverte » ou une égalité inclusive. Donc l'adjectivation du mot laïcité est une critique hypocrite de la laïcité. On est d'accord. Et continuez d'ailleurs à nous appeler au 0826 300 300 pour prendre la parole sur Sud Radio et revenir. Tiens, c'est quoi votre définition à vous de la laïcité ? Bonne question à poser à André Berkoff et à son invité Henri Pénard-Ruiz. Auparavant, nous retournons au standard de Sud Radio et on va revenir sur un sujet qui a été abordé plus tôt, André Berkoff, dans l'émission, puisque c'est le procès qui vise Jean-Luc Mélenchon. Aujourd'hui, nous allons l'aborder avec Jacques. Oui, bonjour Jacques.
Bonjour Monsieur Berkov, c'est un plaisir de vous entendre tous les jours. Vous Merci. avez des belles formules pour mettre un coup de projecteur sur ceux qui veulent nous cacher. Merci. Merci à vous. de nous Bon, écouter. Mélenchon, Oui. il n'a pas toujours raison, Mélenchon. Mais Ouais. tout le monde sait que la justice agit plus ou moins vite selon que les mises en cause sont des petits copains ou des adversaires politiques. Ça, c'est clair. Ferrand, Benalla, on se presse moins. Autre chose, la démonstration de force était quand même impressionnante. Il se rendait pas chez Mesrine ou chez les frères Ornec. Bon. Donc, Méluche, il est un peu chaud, il a pété les plombs, mais je dirais presque, il n'a pas toujours raison, hein, mais dans ce cas de figure, je dirais presque qu'il y a tort partagé, voilà. D'accord. Oui, d'accord. Oui, non, mais écoutez, de ce point de vue-là, je suis sur la justice à 2 ou 3 vitesses. Voilà, vous le voilà. savez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vous écoute tous les jours, hein, c'est un plaisir. En tout cas, merci. Oui, Henri Pénard-Ruiz, vous vouliez intervenir. Je suis d'accord avec l'auditeur parce que faire des perquisitions au petit matin sans avoir prévenu, alors que M. Benalla, lui, n'a pas été traité de la même manière, ça a été quand même du 2 poids 2 mesures. Or, je conçois mal une justice qui fasse du 2 poids 2 mesures. Selon que vous serez c'est très puissant, simple. immésérable, hein, la Les Fontaine, jugements de cour vous feront blanc ou noir. Les animaux et la peste. On continue à vous accueillir sur Sud Radio 0826 300 300. Tout de suite, nous retrouvons Alain qui lui veut revenir sur l'accueil des migrants en Europe. Oui, bonjour Alain. Oui, bonjour Alain. Donc je suis marseillais et Oui. je tiens à vous donner. Je suis vraiment très content d'être avec vous parce que je vous suis depuis très longtemps et je vous remercie pour la partialité, pour l'impartialité et la qualité de vos débats. Merci Alain. Concernant les migrants, je pense qu'on parle de quotas, on parle disons de différents. On met tous les migrants dans le même sac. Or, la responsabilité d'un pays, ça reste quand même l'intégration. On ne peut pas accueillir des migrants et ne pas les intégrer. Comme on fait aujourd'hui, ils arrivent et ils s'installent, on les balance dans la rue, il y a des tentes partout, et c'est de là que vient le racisme. Oui. On accueille et on n'a absolument ni les moyens ni les structures, en tout cas les accueille mal. On les fait juste, ils rentrent, C'est ça. et puis on les laisse se démerder. Donc il y a un moment où on peut juger de la qualité de l'intégration et on peut juger de la qualité, disons, de l'immigration à la qualité de l'intégration. Et il faut bien les accueillir, d'accord, mais il y a deux types il y a ceux qui vivent dans des pays en guerre et puis il y a ceux qui veulent simplement trouver l'Eldorado en Europe. Et je pense qu'on n'est pas assez. Il faut pouvoir accueillir. Donc, si on veut accueillir des migrants commerciaux ou économiques, oui. Ouais. Il faut arriver à ce qu'ils prouvent qu'ils puissent s'intégrer chez nous. Oui, non, mais absolument. C'est la grande discussion, une des grandes discussions d'aujourd'hui, et elle n'est malheureusement pas résolue parce que nos politiques préfèrent faire de l'électoralisme, qu'il soit de gauche ou de droite, plutôt que regarder les choses en face. Henri de Pénard-Ruiz, pardonnez-moi. Oui, je voulais ajouter une petite chose, si vous le permettez, André, sur la question des migrants. Il y a un très beau texte de Kant qui parle de l'hospitalité universelle. Quand un homme est en détresse, aux confins de la vie et de la mort, qu'il grelotte, qu'il a faim, il faut l'accueillir inconditionnellement. Pas de façon pérenne, mais il faut l'accueillir, lui donner à manger, lui donner des vêtements. Et une fois qu'on a restauré en lui une humanité qui est digne, qui est capable effectivement de réfléchir, on parle avec lui d'une éventuelle installation pérenne. Mais ce sont deux choses distinctes. Et Emmanuel Kant, dans le projet de paix perpétuelle, distinguait l'hospitalité universelle, devoir de simple humanité, de l'installation pérenne qui requiert des processus de droit. Sauf que, alors là-dessus, mais sur une autre discussion, nous ne sommes pas au temps d'Emmanuel Kant. Et le problème, c'est très simple. Vous avez 50 millions, et c'est Stephen Smith qui l'a écrit, 50 millions de personnes qui veulent venir en Europe. Si notre devoir est d'accueillir tout le monde, on ne pourra pas le faire. Oui, mais vous avez raison, mais c'est quand quelqu'un est en danger dans sa vie, c'est un devoir inconditionnel de le secourir. Mais ça ne veut pas dire qu'on l'installe de façon pérenne. Non, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est... Oui, mais Henri Pénard-Ruiz, le problème, il n'est pas là. Vous avez énormément d'immigrants qui viennent pour des conditions économiques. Oui, parce qu'en bien Europe, sûr. oui, mais il est là le problème. Il ne faut pas se cacher. Vous avez des pays en guerre, ou alors là, ça pose un problème. Vous avez des pays en paix, où vous comprenez, avec les réseaux sociaux et tout ça, et c'est normal. Je serai érythréen, je serai albanais, etc. Je veux venir en Europe parce que j'aurai des meilleures conditions.
qu'est-ce que je fais? Sauf que qui va s'en occuper et combien de millions? Bien C'est sûr, un gros bien problème. sûr. Mais c'est un problème distinct. C'est un débat en tout cas toujours Exactement. passionnant et passionné d'ailleurs. Sur l'immigration, revenons à la laïcité. Martin nous appelle au 0826 300 300 pour prendre la parole sur Sud Radio depuis Perpignan. Bonjour Martin. Bonjour, Monsieur Berkoff et Monsieur Ruiz. Bonjour. Pénarvis. Pénard Ruiz. Bonjour, excusez-moi. Bonjour, je l'en prie. Je voulais aussi adresser mes félicitations à Sud Radio. Et tout à l'heure, je vous écoutais sur l'excision des petites filles, Oui. donc qui évidemment est un abus criminel sur personnes vulnérables, et c'est normal que la loi l'interdise. Mais alors, je me disais que peut-être aussi, il faudrait interdire la circoncision masculine des enfants, au moins des mineurs, et puis qu'à l'âge de 18 ans, évidemment, chacun fait ce qu'il veut. Mais si on interdit l'excision des petites filles, il faudrait peut-être aussi, en toute logique, considérer que les petits garçons sont des personnes vulnérables. Et donc interdire la circoncision des mineurs. Alors Henri Pénarvis, votre avis là-dessus? Je ne suis pas sûr qu'on puisse comparer exactement les deux actes, parce que l'excision du clitoris, c'est vraiment une mutilation intégrale. Les deux lèvres sont vraiment coupées, et d'ailleurs ça prive la femme ensuite de la jouissance clitoridienne. Bien sûr. C'est une mutilation physique, c'est une mutilation sexuelle, c'est quand même une vraie grosse mutilation. Sur la circoncision, je ne sais pas si on peut parler vraiment de mutilation, mais je pense quand même qu'il y a une différence entre les deux, Oui, ça une n'enlève différence pas le de plaisir degré. ni l'orgasme, Voilà, ni il y quoi a que une ce soit. différence de degré, et c'est pour ça que peut-être il ne faut pas les mettre exactement sur le même plan. Mais je comprends évidemment la question de l'auditeur. Et y a-t-il, en attendant, moi je voudrais revenir sur ce qu'on a dit justement avec Henri Pénarvis. Il y a ce problème effectivement, c'est vrai, la laïcité, l'accueil, etc. Bon, c'est de très très gros problèmes. Ils vont nous agiter encore longtemps. Mais pour revenir à la laïcité, qui est encore une fois vraiment d'abord le sujet de vos livres, puisque vous n'avez pas écrit qu'un seul livre. Enfin, je parle du Dictionnaire amoureux, qui est un livre essentiel. Il y a le problème, en tout cas, que on ne pourra pas faire l'économie d'une franchise et d'une discussion franche et de courage sur ce problème-là. Parce que si la laïcité, moi je le dis, est mise en péril, si on commence à négocier avec la laïcité, on sait très bien on ira vers un abîme. Et ce sera le prochain sujet, pourquoi pas une prochaine discussion, un prochain débat entre André Berkoff et son invité, le philosophe Henri Pénarvis. Alors je vous rappelle d'ailleurs la référence de son ouvrage, le Dictionnaire amoureux de la laïcité. Vous pouvez tous, chers amis qui écoutez Sud Radio, vous le procurer dans les librairies aux éditions Plomb. Quoi qu'il en soit, nous poursuivrons notre journée sur Sud Radio. Dans quelques instants, Jacques Pessis arrive sur Sud Radio pour les clés d'une vie en compagnie de son invité, la chanteuse Linda De Souza. Excellente journée à vous sur Sud Radio.